Le maire de Québec à la défense de la PDG du port de Québec, Olga Farman. Est-ce que Bruno Marchand l'a échappé? Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon jeudi, bonsoir Mathieu. Tu étais là hier pour nous parler d'une rencontre qui avait été annulée par Bruno Marchand avec un comité citoyen qui remettait en question le terminal de conteneurs au port de Québec. Et donc, le maire Marchand s'était porté à la défense d'Olga Farman, avait annulé la rencontre. Et il y en a qui pensent que le maire l'a carrément échappé là-dessus. Bien, évidemment, je suis allé aujourd'hui à la rencontre de certains observateurs, politiques ou militants, parce que hier, je te rappelle, la table citoyenne Littoral-Est était stupéfaite, avait l'impression que le maire réagissait beaucoup trop fort. Eux avaient l'impression que leur critique était loyale, très à l'intérieur de ce qui était attendu, et surtout pas une critique personnelle contre Olga Farman. Aujourd'hui, que ce soit Respect citoyen, l'opposition municipale ou Transition Québec, l'ancien parti de Jackie Smith, mais aussi la Coalition régionale pour l'environnement du Québec, trouvent toutes que la dénonciation qui a été faite de la position de Mme Farman était tout à fait prévisible et que le port avait bien réagi la semaine dernière. Ça aurait dû rester comme ça. Alors, on est très à l'intérieur, comme je te le disais, du débat démocratique. Pas besoin pour la maire de débarquer en justicier quand il n'y a aucun tort qui a été causé. Quelques réactions, donc, en rafale d'observateurs politiques ou militants. On retrouve toujours un petit peu le même pattern avec M. Marchand, c'est-à-dire que si on dit pas exactement ce que le maire dit, bien souvent on est boycotté ou on est mis dans le coin. M. Marchand est toujours beaucoup plus prompt et rapide à se porter à la défense de ses pairs et de l'élite économique qu'il le fait pour les citoyens et citoyennes qu'il est censé représenter. C'est une attitude qui est quand même méprisante. Je suis un peu surpris. Personnellement, je trouve que c'est inapproprié. Je comprends pas la réaction du maire dans ce dossier-là. À part les critiques du maire, est-ce que le dossier a rebondi ailleurs aujourd'hui? Bien évidemment, j'ai voulu savoir si les ponts avaient été rebâtis. Non, ni du côté de la table citoyenne Littoral-Est, ni du côté du cabinet du maire, on a fait le premier pas pour essayer de recoller les morceaux. On peut comprendre qu'on attende que la poussière retombe un petit peu. De toute façon, il n'y a pas le feu, hein, je te le disais hier. L'étude du projet de terminal de conteneurs de QSL va durer une bonne année au moins. Mais quand même, tous ceux à qui j'ai parlé aujourd'hui soulignent que c'est important, le dialogue. Et en fait, c'est à la Ville de chercher à reconstruire les ponts. Monsieur le maire, il doit immédiatement remettre à l'agenda la rencontre entre le port de Québec et la table citoyenne Littoral-Est. Parce que comme c'est là, c'est lui qui coupe les ponts. Puis il a raison, ça se fait pas. Si c'est à l'initiative de la Ville que cette rencontre-là avait lieu, bien oui, il faut que la Ville soit proactive pour essayer de reconvoquer cette rencontre-là. Monsieur Raymond Poirier, qui est aussi conseiller municipal de l'équipe de Québec Fort et Fier, faisait partie de cette table-là en 2024. Il aurait peut-être été un meilleur intervenant dans le dossier. Jean-Simon, c'est un bon point que Stéphane Lachance soulève. Comment ça se fait que c'est Catherine Vallière-Rolland qui était supposée d'aller à la table alors que Raymond Poirier est l'élu de Québec Fort et Fier dans Limoilou? Et comme le dit le chef de l'opposition, il connaît très bien ce dossier-là. Pourquoi est-ce que c'est pas lui que le maire envoie? Ou est-ce que c'est lui qui va venir en relève? On verra. On verra si on aura la réponse. Merci Mathieu. Salut bien. Bonne soirée à toi. Le projet de construction du nouveau pont de l'île d'Orléans prend du retard. Le ministère des Transports fait savoir qu'une analyse est en cours pour livrer le pont le plus rapidement possible, mais confirme que la mise en service prévue en 2028 va être reportée. Selon un document obtenu par le Journal de Québec, l'état du vieux pont nécessiterait par contre sa fermeture dès la fin de 2027, une possibilité écartée par le ministre Benoît Charette. C'est une infrastructure qui arrive en fin de vie, oui, mais qui peut être utilisée de façon sécuritaire en autant que les entretiens se fassent. On veille justement à ce que les déplacements soient sécuritaires, on veille à ce que la structure soit fonctionnelle jusqu'à l'entrée en service de la nouvelle infrastructure, mais dans l'article, on a validé ce matin, il n'y a pas de document ou il n'y a rien au ministère qui confirme là, qu'au 31 décembre 2027, on doit fermer le pont. C'était le lancement de la campagne d'Éric Duhem dans la circonscription de Bellechasse hier soir. Et déjà, il y a des réactions négatives à l'Assemblée nationale, pas à cause de la campagne en tant que telle, mais à cause de l'expression qu'il a utilisée pour décrire la première ministre du Québec, Félix-Antoine. Qu'est-ce qui fait réagir encore?
Bien, Éric Duhaime, lors de son discours à l'Assemblée hier pour lancer sa campagne, comme tu disais, parlait des dépenses qui sont dénoncées là, dans les médias depuis quelques jours de Christine Fréchette, des dépassements de coûts, de la dette, etc. Et il a utilisé l'expression pour parler de la première ministre, ma tante Christine, en parlant un peu là, d'une façon de gérer maternaliste, c'est du moins ce qu'il a argumenté. Et rapidement, ça s'est enflammé chez les ministres de la Coalition Avenir Québec à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour dénoncer cette façon de parler de la femme qui dirige l'Assemblée nationale. Quel mauvais atterrissage d'Éric Duhaime en Chaudière-Appalaches. Avez-vous vu ça? C'est exactement pour ça que cet homme-là ne sera jamais premier ministre du Québec. Les propos qu'il a tenus envers les femmes sont inacceptables. Vraiment, très mauvais atterrissage en Chaudière-Appalaches. Je pense qu'en 2026, on est ailleurs. On a la chance d'avoir une première ministre. C'est pas ma tante Christine Fréchette, c'est la leader de notre gouvernement. C'est la femme qui nous représente. C'est elle qui dirige le Québec. Puis, ça élève pas le débat. Bon, est-ce qu'on a eu droit à une réaction, des excuses, quelque chose d'Éric Duhaime aujourd'hui? Bien, on a tenté d'avoir une entrevue avec Éric Duhaime pour voir comment il réagissait à tout ça et surtout au bruit que ça a fait à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ça n'a pas été possible, on ne nous l'a pas offert. Donc, on a tout de même essayé de voir et on nous a dit qu'il y avait une réaction qui allait être mise sur les réseaux sociaux. Ça a été fait là, tout récemment d'ailleurs, Éric Duhaime qui a publié un extrait d'entrevue médiatique sur le sujet. Et il dit essentiellement qu'il n'avait pas d'intention de s'en prendre à la personne de Christine Fréchette. Il fait référence à l'expression mon oncle Legault qui avait déjà utilisé par le passé. Sinon, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, la seule députée du Parti conservateur du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, elle, a pris le temps de s'exprimer sur le dossier et elle a surtout pointé le fait que on trouve que du côté du Parti conservateur, la Coalition Avenir Québec cherche surtout à faire distraction. Moi, ce qui me dérange profondément, c'est la façon dont la CAQ dépense et veut détourner l'attention en ce moment. La vraie question, c'est pourquoi le gouvernement dépense plus que ce qu'il y avait comme budget. Il a mentionné qu'il ne voulait pas s'attaquer à sa personne et que c'était peut-être pas des bons mots qu'il a utilisés. Mais l'attention qu'on devrait avoir aujourd'hui, puis l'indignation qu'on devrait avoir aujourd'hui, c'est que Christine Fréchette ne connaît pas la dette du Québec. Elle est première ministre, elle a été ministre de l'Économie. Un début rocambolesque de campagne pour Éric Duhaime, donc j'en sais. Bonne soirée. Au plaisir. La saison de baseball est commencée. L'accès au stade Canac, les soirs de match, d'ailleurs, fait énormément jaser. Il y a une citoyenne engagée de la Basse-Ville qui pense qu'on voit le problème en oubliant des angles morts. Elle a rédigé d'ailleurs une lettre ouverte pour mettre de l'avant le transport actif. Myriam, la saison de baseball est recommencée au Stade Canac. Beaucoup de gens se plaignent de la possibilité de se stationner dans les parages. Et là, vous avez publié une lettre ouverte pour proposer des alternatives. Qu'est-ce que vous proposez aux amateurs de baseball? Oui, en fait, les gens qui avaient l'habitude de prendre la passerelle Lee, qui passe par-dessus l'autoroute Laurentienne, il y a d'autres options que d'y aller en voiture. On a la chance depuis quelques années d'avoir deux magnifiques passerelles cyclopédestres. Celle de Trois-Sœurs qui rejoint Vanier et Saint-Sauveur, mais aussi du côté de Limoilou qui vient avec la passerelle de la Tortue. Donc, c'est des opportunités de se rendre plus facilement. Mais, en gros, j'invite les gens, vu qu'il fait beau, qu'on a un magnifique parc linéaire de la rivière Saint-Charles, d'en profiter parce que c'est tout près du stade Canac. Donc, il s'agit simplement d'aller trouver une place de parking en amont d'une entrée de la rivière Saint-Charles pour pouvoir simplement se déplacer à pied, mais aussi à vélo. Est-ce que vous pensez qu'à Québec, on fait assez la promotion de ce genre de mode de transport-là ou on a le réflexe voiture facile? Je pense que c'est davantage qu'on a le réflexe auto plus facile. On pense moins à accommoder ou au fait que les gens se déplacent autrement. Donc, les gens qui, justement, se déplacent à pied, à vélo, les deux passerelles qu'on a, c'était des accommodements pour accommoder vraiment les piétons et les cyclistes dans le temps. Mais aujourd'hui, il y a des manières de faire de la belle priorisation pour les déplacements actifs. On l'a fait au FEC, sur Grande Allée, en faisant des beaux corridors cyclables. Ça, c'était vraiment des bonnes solutions qui existent. C'est juste qu'on a un petit peu trop... on manque un petit peu de perspective sur le fait qu'il y a d'autres manières de se déplacer qu'en voiture.
Le fait que la Ville, justement, présentement, est en train de développer un projet de transport structurant, nécessairement, ça crée des frustrations. Comment on change ces mentalités-là, selon vous, pour que les gens cessent de voir ça comme des entraves à l'automobile, de la guerre à l'auto, et plutôt vers de l'encouragement vers du transport actif? Allez voir dans des villes où il y a des tramways, où il y a des bons systèmes de transport en commun. Vous allez voir comment c'est normal, comment c'est fluide, comment c'est agréable. Souvent, moi, j'appelle ça un peu le paradoxe de l'exotisme. On ne l'a jamais vu, alors c'est un peu trop étrange pour nous. Québec est une ville de voitures, mais c'est important d'avoir des bonnes alternatives intéressantes. Puis si elles sont intéressantes, puis elles sont efficaces, puis performantes, les gens, c'est plus facile de faire le switch. La présence continue d'un campement itinérant au parc Jean-Paul Lallier dérange dans le secteur Saint-Roch. Malgré la promesse du maire de démanteler les campements du genre, la présence itinérante reste bien présente. Pour le chef de l'opposition officielle, Stéphane Lachance, démanteler les campements, c'est une chose, mais il faut un plan pour la suite. Le SPVQ se rend sur place, vont faire un démantèlement, mais par la suite, les gens vont aller à gauche et à droite. Et puis, un jour ou deux, par la suite, on se retrouve avec la même situation. Il faut avoir un plan, puis il faut agir. Alors, ce qu'on dit, tout simplement, nous, du côté de l'opposition, c'est que si on fait un démantèlement, il faut par la suite placer ces gens-là à des endroits. Beaucoup d'utilisation de locaux commerciaux qui pourraient être utilisés. L'ancien poste de police pourrait, avec certains aménagements, être utilisé avec des intervenants. Lévis Force 10 annonçait ce matin la nomination du conseiller de Saint-Rédempteur, Benoît Forget-Chiasson, à titre de chef intérimaire et confirme que le parti entre en période de réflexion. Celle qui cède sa place, Isabelle Demers, dit de son côté tourner la page complètement sur la politique municipale. Une candidature provinciale, par contre, elle est exclue. L'heure de la retraite approche aussi pour elle, mais Mme Demers ne ferme pas, par contre, à la porte à une présence aux prochaines élections fédérales. J'ai déclaré que je ne me présenterais pas aux élections provinciales. Je le ferai pas non plus. J'ai toujours dit que si jamais il y avait un retour possible, ça serait pour le fédéral, pour avoir des dossiers différents. Il est encore tôt pour parler d'une course à la chefferie. Aujourd'hui, on n'est pas en mode campagne électorale 2029. On est en mode gestion de notre parti actuellement, collaboration avec l'équipe du maire. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. La facture va monter quand même assez rapidement. Quand on va acheter une propriété, on sait qu'il faut faire inspecter, mais des fois, on ne sait pas trop quoi regarder puis par où commencer. Est-ce qu'on devrait acheter sans faire inspecter avant? Non, absolument pas. Exemple, monsieur, madame, tout le monde, tu vois la fondation ici, tu as l'impression qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Dans ta tête, tu te dis, bon, il y a une petite fissure ici. Mais regarde, comme ici, on voit qu'il y a des taches d'efflorescence. Donc ça, c'est des signes que le drainage de la fondation ne se fait pas adéquatement, que le drain français est à sa fin de vie. Donc là, tu sais, nous, les inspecteurs, on le voit déjà. Mais pour toi, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, tu te promènes, tu te dis, OK, bon, ben, il y a une petite fissure de crépi ici, c'est rien de grave. Mais finalement, ben, tu vas peut-être être pris à remplacer ton drain français. C'est quoi les choses auxquelles il faut vraiment faire attention? Tout. En fait, on regarde tout, mais les éléments les plus importants, je le répète tout le temps, c'est la fondation. OK. C'est ça qui coûte cher. La toiture, ça aussi, ça coûte cher. Revêtement extérieur, comme ça, qui sont... Tu sais, ici, à première vue, le revêtement, il a l'air en bon état. Mais si tu regardes en dessous, le revêtement, il est bouché complètement. Donc, on sait qu'il y a peut-être de l'infiltration d'eau et de la moisissure. Donc, il y a beaucoup de défauts. Tu sais, tu le regardes, à première vue, ça a l'air beau. Mais si tu regardes ici, donc, ils ont vraiment bloqué où l'eau devrait sortir. Donc, on sait qu'il y aura des dommages plus importants à long terme. On a beaucoup de clients qui reçoivent le rapport d'inspection, puis ils vont pas suivre toutes les recommandations. Puis là, finalement, il va arriver quelque chose. Puis là, après ça, ben, c'est des chicanes entre le vendeur puis l'acheteur. Puis là, ça s'envoie des mises en demeure, puis c'est des problèmes. Selon l'âge du bâtiment, ben, il y a des entretiens puis il y a des mises à niveau à faire. Par exemple, nous, un panneau électrique, après 30 ans, ben, on suggère de le remplacer. Des fenêtres en PVC, durée de vie, 20-25 ans. Tout ça, c'est des trucs que les gens ne prennent pas en considération. Encore une fois, tu sais, les fenêtres ici, ils ont l'air belles, mais comme n'importe quel élément, ben, tout a une durée de vie. Les panneaux électriques, c'est souvent là que les gens ont des surprises. On pense souvent qu'un panneau électrique, c'est bon longtemps, mais un panneau qui est défaillant, ben, il peut surchauffer, ça peut brûler. Donc ça aussi, c'est important. Plomberie, donc 40-50 ans. Donc quand tu dois faire une mise à niveau au niveau de ta plomberie, ça coûte cher. Ça, c'est des éléments que les gens ne prennent pas en considération parce qu'on ne le sait pas, on n'y pense pas. En fait, tous les points sont importants, mais c'est surtout l'extérieur. Puis aussi, quand tu reçois le rapport d'inspection, c'est très important, de le lire au complet, puis d'appeler son inspecteur pour poser des questions. Souvent, les gens vont penser qu'il dérange l'inspecteur, mais le mandat du travail d'inspecteur finit jusqu'à la compréhension du rapport d'inspection. Est-ce que
on peut modifier le prix, essayer de négocier à la baisse le prix, considérant qu'il y a des travaux à faire. Est-ce que ça peut être une des utilités aussi d'une inspection? Moi, on dit que non, mais tout le monde le fait. Okay. Donc, c'est sûr que ça peut être un point de négociation. On ne fait pas inspecter pour négocier. On fait vraiment pour être en toute connaissance de cause. Mais la réalité, c'est que c'est un très bon outil. Parce que là, on arrive en inspection, tu avais des attentes. Finalement, on ressort plusieurs points qui n'étaient pas visibles et ou déclarés. Donc, c'est sûr qu'après, tu peux utiliser ça pour négocier. Tout le monde fait ça, puis c'est une réalité.